Étant connu partout à travers le monde comme le sport d'équipe le plus rapide, il soulève les foules partout où il est joué. L'intensité dont les joueurs font preuve dans les ligues professionnelles en surprend plus d'un. Avec des mises en échec percutantes, des arrêts miraculeux ainsi que des buts absolument incroyables, les adeptes de ce sport sont prêts à tout pour voir leurs idoles briller. Sans pouvoir dire exactement d'où vient le hockey, plusieurs croient que le hockey est en fait un mélange de plusieurs sports qui ont évolué avec le temps. On trouve plusieurs traces de l'origine du hockey à Montréal. En effet, les premières règles furent établies à l'Université McGill en 1875. Au tout début, chaque équipe comptait 7 joueurs. De plus, le match se disputait en deux périodes égales de 30 minutes. En 1917, les gardiens de but ont été autorisés à se jeter sur la glace pour arrêter la rondelle. Donc, on peut dire que le sport n'a pas réellement été créé, il a évolué et il s'est développé avec le temps. L'équipement a aussi beaucoup évolué. Les gants, les bâtons, les jambières, les masques et bien d'autres sont toutes des pièces d'équipement qui ont bien changé à travers les époques. Le premier joueur à porter un casque fut George Owen en 1928. Il décida de porter son casque de football pour se protéger. Par la suite, en 1979, la Ligue nationale de hockey obligea le port du casque à tous les joueurs recrues qui entraient dans le circuit. Craig McTavish fut le dernier joueur au sein de la LNH à jouer sans casque protecteur. Les bâtons, eux, n'ont pas toujours été faits en fibre de verre ou en graphite. Au tout début, ils étaient taillés dans une seule pièce de bois, ils étaient donc très lourds et difficiles à manier. De plus, c'est en 1961 que le bâton de hockey à la palette recourbée a été créé par accident. Stan Mikita brisa son bâton, créant ainsi une certaine courbure dans la palette. Il remarqua alors que son tir avait beaucoup plus de puissance et de précision. Depuis ce jour, tous les joueurs professionnels l'imitent. Pour ce qui est de l'équipement gardien de but, plusieurs pièces ont été changées pour les favoriser. Par exemple, Émile Francis aurait été le premier gardien à porter une mitaine. En effet, en 1940, il se présentait devant son filet avec un gant de baseball à la main. De nos jours, cette pièce d'équipement a beaucoup évolué et elle permet aux gardiens de réaliser des arrêts incroyables. Une autre pièce d'équipement très utile aux gardiens de but est le masque. C'est sans contredit le masque des gardiens de but qui a le plus évolué avec les époques. Passant de simples morceaux de fibre de verre, il est devenu un véritable chef-d'œuvre unique à chaque gardien de but. Le premier à arborer un masque fut Jacques Plante. Malgré les reproches de son entraîneur, il continua à le porter et devint le créateur d'un élément essentiel à tout gardien de but aujourd'hui. L'homme au record est sans aucun doute Wayne Gretzky. Il a pulvérisé tous les records en amassant 2857 points au total durant sa carrière. Tellement ce joueur a été dominant, seul Mark Messier se situe à moins de 1000 points de son record. Il a aussi réussi un exploit incroyable en marquant 50 fois en 39 parties. Nous pouvons donc dire que la plupart des records de la merveille sont intouchables. De plus, Henri Richard, le frère du célèbre Rocket, a gagné la Coupe Stanley à 11 reprises, un record inégalé à ce jour. Il remporta ses 5 premières coupes lors de ses 5 premières saisons dans la LNH. Finalement, la nouvelle star de la LNH, Sidney Crosby, détient le record du plus jeune champion compteur. Lors de la saison 2006-2007, alors âgé de 19 ans et 7 mois, il amassait un impressionnant total de 120 points. Alors voici un de mes premiers souvenirs au hockey. Ça fait plusieurs années. J'avais à peine 8 ans. Et nous étions à la télévision le samedi, première période. Et c'est le grand honneur de voir Maurice Richard. Comment il manipulait la rondelle. Comme disait Dick Owen, à partir de la ligne bleue, il n'y avait personne qui enlevait la rondelle. Alors, ça m'a impressionné. Depuis, c'était l'idole de mon père qui ne jurait que par Maurice Richard. Le joueur le plus, celui qui m'a marqué le plus, celui que j'ai aimé le plus, que je trouve qui avait le plus grand talent. Moi, j'aurais mis Jean Béliveau pour son époque. Jean Béliveau, c'est un joueur qui était dominant, ok, dans son temps, qui avait un physique qui était exceptionnel, qui avait des feintes qui étaient phénoménales.
C'était quelqu'un qui transcendait son sport, qui était beaucoup plus... qui n'était pas juste dominant au niveau du sport, qui était dominant, je veux dire, au niveau de la personnalité, au niveau de l'homme. Ça a été un ambassadeur du sport. Ça a été quelqu'un qui... c'était un leader. C'est pas pour rien qu'il a été le capitaine de son équipe. C'est quelqu'un qui représente bien l'image des Canadiens. La série du siècle resta gravée dans la mémoire de plusieurs partisans de hockey. Elle débuta en 1972. La série du siècle, c'est un très très bon souvenir, ça. Je me souviens que dans le temps à l'école où j'étais, quand je jouais en Russie, j'avais un petit radio avec un fil qui dépassait de mon chandail, puis j'écoutais pendant l'école, j'écoutais la game de hockey à la radio. La série du siècle, c'était comme une guerre, ça là, contre les Russes. C'était les Russes qui venaient à la frappe, mais c'était comme une guerre. C'était un très très bon souvenir de hockey. Cette série opposait le Canada à l'Union soviétique. C'est peut-être là, à ce moment-là, quand les Russes sont arrivés, qu'on s'est aperçu que le hockey nord-américain était un hockey qui avait peu évolué, qui s'en allait juste dans une direction. Dans ce temps-là, les joueurs se déplaçaient le long des bandes, gardaient leur corridor. Il n'y avait pas de créativité, on ne se surprenait pas. Quand les Russes sont arrivés, ils ont développé, ils ont montré au reste du monde qu'il y avait un autre style de jeu. Fait que les parties qui ont eu lieu avec les équipes nord-américaines, je les ai regardées toutes, puis ça a toutes été des parties qui étaient dominantes, intéressantes, puis c'est des parties qui ont été... c'est peut-être... on regarde des fois, il y a des grands moments à des émissions sportives comme RDS ou d'autres, puis quand on parle du sport, quand on parle du hockey, on vient souvent à cette série-là, cette série du siècle, parce qu'elle a été marquante, pas juste au niveau de la qualité du hockey, mais au niveau de l'impulsion que les Russes ont donnée au hockey nord-américain. Moi, je vous dirais que le Canadien des années 70, pour moi, c'est une équipe qui alignait les succès, avait beaucoup de joueurs très marquants. Les succès de Ken Dryden devant le filet, avec sa célèbre posture comme ça, à côté sur son bâton, ça nous marquait tous. Tout le monde voulait être Ken Dryden dans les buts. Guy Lafleur, bien évidemment, était flamboyant. On aimait bien le petit défenseur cournoyer et ses passes rapides par en arrière. Finalement, c'était vraiment des bonnes années. Dans le hockey moderne, je mettrais Mario Lemieux. Lemieux était pas mal dominant à l'époque. Il a été dominant jusqu'à la fin de sa carrière, même après avoir pris une retraite de 2 ou 3 ans comme de jeu, de majeur. Il est revenu pour être encore extrêmement bon. En effet, il fait partie d'un groupe célèbre. Tout au long de sa carrière, le Magnifique a marqué plus de 500 buts et récolté plus de 1000 points, ce qui fait de ce joueur l'un des plus talentueux de l'histoire. Alors, mon meilleur souvenir de hockey serait définitivement la Coupe Stanley de 1993, à l'époque où j'étais moi-même élève au collège en 2e secondaire. Je me rappelle comme c'était hier. Confrontation canadienne-nordique au départ, qui s'est terminée avec une victoire contre les Kings de Los Angeles au Forum de Montréal, l'ancien Forum de Montréal. Il y avait une ambiance, il y avait une magie, je dirais, entourant ces séries-là qui ont été extraordinaires. Je me rappelle, on était au mois de juin, finissait l'année scolaire, ça allait très bien, il faisait beau. Puis les Canadiens avaient vraiment là, viré la ville à l'envers. From the rafters of the famous Forum in Montreal, the Canadiens win the Stanley Cup. Et je vous garantis que c'est un sentiment, une ivresse, une euphorie totale. Bien sûr, plusieurs joueurs se sont démarqués lors de cette conquête de la Coupe Stanley. Kirk Muller, l'un des leaders de l'équipe, le coach Jacques Demers, ainsi que le capitaine Guy Carbonneau. Mais dans le filet du Canadien, il y avait un faiseur de miracles absolument incroyable, du nom de Patrick Roy. Je me souviens encore de son clin d'œil en finale de la Coupe Stanley qui était assez incroyable pour marquer les Kings de Los Angeles. Marty McSorley arrive avec un lancer directement sur Roy, que Roy arrête. Et puis il va d'un petit clin d'œil magique capté par les caméras. Et ça a fait, je pense que c'est un peu à ce moment-là que Patrick Roy est passé de simple joueur à légende. C'était des arrêts incroyables. Moi j'avais son chandail, mon frère avait le chandail de Carbonneau. Ça a été mon idole de jeunesse comme plusieurs autres. Partisans de Montréal.
c'est lui qui prend la Coupe Stanley, qui dit je m'en vais à Walt Disney à ce moment-là, qui fait du pub, etc. C'est le moment qu'il va finir. Puis en plus, bien sûr, le Canadien qui remporte la Coupe, c'est un moment que je souhaite à n'importe qui. Avec un but de John Leclerc en prolongation, une page d'histoire fut écrite. Leclerc qui est là avec Lebeau. Leclerc lance Lebeau et puis travaille le but. Le but est marqué par Leclerc qui est emporté par un joueur des Kings. Quel but chanceux! 10e victoire consécutive du Canadien en prolongation. Durant la série, 10 victoires en prolongation. On sait le suspense, l'intensité d'un match en prolongation. Et on en est venu, à force de voir comment les choses se déroulaient, on en est venu à penser que si on allait en prolongation, qu'on était sûr de gagner. En fait, il a, je crois, battu à peu près tous les records en gagnant 10 victoires en prolongation. I still remember it. I still remember the parade. But I think it was the first true championship that I can say that I actively remember and participate, because the Stanley Cup before I was too young to remember. So the one in '93, I was old enough to participate in the festivities, and I was old enough to remember, and it was incredible. C'était la fête. À un moment donné, ça virait un peu en émeute. Mais c'était un moment inoubliable que je me rappelle là, dans la brasserie où on était. Là, la bière, elle faisait pas juste se boire, là, il y en avait partout. On a eu beaucoup de plaisir. Ça, c'est un moment que je me rappelle. Ça fait longtemps. On était comme 4-5 amis ensemble. On a vécu ça. C'était pas mal de fun. Les gens dans la rue qui font du grabuge d'un côté, mais beaucoup, la majorité des gens font la fête et sont heureux. Puis je vous dis, comme partisan, c'est indescriptible comme moment. J'espère que vous allez vivre ça. Pas certain, j'espère que vous allez le vivre un jour ou l'autre. Kind of gives you hope for this season. Go, let's go! La Coupe Stanley, l'objectif de tout hockeyeur. Ce précieux trophée soulève les passions. Il fait naître des rêves et crée des instants magiques. See a street.